Bonsoir, bienvenue à la réunion du mardi 15 novembre 2022. J'en profite pour faire l'ouverture de la réunion avec la reconnaissance des territoires. Nous aimerions profiter de l'occasion pour reconnaître que nous nous trouvons sur le territoire des Premières Nations, couvert par le traité numéro 7, et que nous sommes également sur le territoire de la Nation métisse de l'Alberta, région 3. Voilà. Au point 2, audition de contribuables et de délégation. Personne. Point 3, adoption de l'ordre du jour. Est-ce que nous avons des points à ajouter à l'ordre du jour? Oui, fait que moi, je fais l'ajout du point 6.3a et fonctions liées à la vice-présidence. Le point 6.4a, représentation du conseil. Et le point 6.4b, Fédération des conseils scolaires francophones de l'Alberta, le vote par procuration. Et les propositions ont été circulées par courriel rattaché à ces points-là. Est-ce qu'il y a d'autres ajouts à faire? Non. Non. Alors, qui veut proposer l'adoption d'une nouvelle ordre du jour? Karine, aussi. Tous en faveur? Adoption des procès-verbaux, donc de la réunion ordinaire du 18 octobre, 4.1. Est-ce qu'il y en a qui ont des changements à apporter? Non. Non, non, non. OK. Qui veut proposer l'adoption de la réunion ordinaire du 18 octobre? Tous en faveur? 4.2, réunion extraordinaire du 2 novembre 2022. Est-ce que nous avons des changements à apporter? Non? Parfait. Alors, qui propose l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire tel que présenté? Conseillère Gauthier. En faveur? Voilà. Les points de procès-verbaux antérieurs. Donc, point 6, décision liée aux politiques. 6.1, politique 1.1.4, relations publiques et démarchage. Participation au comité Terre des jeunes Nouveau Monde. Karine. Oui, après la rencontre qu'on a eue au mois d'octobre, tout de suite après la réunion, M. Delourdes a décidé, après avoir parlé, a décidé de m'envoyer l'invitation pour participer aux rencontres qui allaient avoir lieu pour le comité. Alors, j'ai fait, c'était le 28 octobre, si je me souviens bien, la rencontre. Alors là, c'est juste la demande pour faire approuver les honoraires. Parfait. Alors, qui propose d'approuver le versement d'honoraires à conseillère Gauthier pour cette participation à la réunion? Je propose. Conseillère Emel propose pour s'en faveur. 6.2, la politique. 3.2, situation et activités financières. Le point A, plan stratégique 23-26. Conseillère Play. Oui. C'était concernant le Consultation Survey de ASVA. On a reçu un courriel de leur part qui demandait le feedback, si on veut, des conseils scolaires concernant leur planification stratégique jusqu'en 2026. Ils demandent seulement une réponse par conseil scolaire. Donc, moi, je voulais juste qu'on ait la discussion autour de la table à savoir qu'est-ce qu'on répond et qu'on soumette cette réponse-là au conseil à ASVA. Donc, j'avais partagé un document Drive dans lequel vous pouviez remplir vos formulaires. Là, je pense qu'on a reçu dans le document de réunion
un bref aperçu des sujets, là. C'était très petit. Vous allez cliquer dans le document, vous faites sondage, dans votre barre de recherche de mon courriel, le Strategic Plan 2022-2027. Ça va mieux paraître, là, mais je ne sais pas. Moi j'ai répondu, mais je voulais savoir si. De mon français, c'est plus. Je ne sais pas si on peut mettre le document à l'écran. Ça semble. On va le mettre. Le document Drive, Ah, il pouvait être versé. donc, Le document Drive ne pouvait pas être versé dans votre disque partagé parce qu'il n'y avait pas pu être modifié. Donc, c'est pour cette raison-là qu'il a été converti en PDF comme document de réunion, mais vous avez tous accès au Drive. OK. OK. Donc, c'est ça. Donc, les questions vraiment tournent autour de est-ce que leur vision, mission est toujours valable? Moi, j'ai rajouté, en raison de la situation politique, c'est que c'est vraiment, si on parle de public catholique francophone, publicly funded school boards. Présentement, à ASBA, c'est seulement les conseils scolaires publics, catholiques et francophones qui sont financés par les fonds publics de la façon qu'on connaît. Sans nécessairement m'attendre à ce que ce changement-là qui se fasse, de le mettre, de leur dire, nous, on veut que ça reste, que ça soit clair, que c'est qui les écoles, pas les écoles, mais les conseils scolaires qu'ASBA représente. Donc, c'est pas les charter schools, c'est pas les écoles privées, c'est vraiment ça. Puis l'autre commentaire ou changement que là, vous ne le voyez pas, là, vous pouvez le voir dans le drive que j'ai mis, là, c'était au niveau du numéro 7, la question 7. Ça dit, what board high-level aspect goals of the current strategic plan would you want to be a part of the next strategic plan, 23-26. Moi, j'ai marqué encouraging boards partnership. Donc, s'assurer qu'il y ait des plus grandes parties c'est que ASBA encourage les partenariats entre les conseils scolaires, que ce soit au niveau du transport, les programmes parascolaires, le partage de ressources, XY, pour voir comment, quand il y a des possibilités de s'assurer qu'il y a des processus en place ou en que c'était encouragé au niveau soit ministériel ou local. C'est ça. Oui. C'était quand déjà la date limite pour donner la réponse? Je pense que c'est le 26. Ben, je sais que peut-être que pour plusieurs, ça ne leur dit pas grand-chose, les plans, mais à la dernière réunion de zone 5 qu'on a eue, on a justement revu le plan. J'ai vraiment pris des notes colorées de ce qui a été présenté, qui explique réellement ce qu'il y en est. Je peux essayer de les scanner pour vous les envoyer. Ça peut vous donner une idée réellement de voir ce qui s'est passé, que juste de donner votre avis si vous êtes en accord, désaccord, parce que ça vous dit peut-être pas grand-chose, les aspects. Ça peut peut-être vous aider. Et on peut donner une date, je ne sais pas, je ne vais pas prendre de décision toute seule, peut-être le 21, le 22, dire que c'est une date, que tout le monde a remis les réponses et qu'on revoit ensemble. C'est à vous. Moi, j'ai l'idée que je veux décembre, 23 décembre. Fait que ça donne quand même assez de temps. Oui. L'idée, voilà. Si vous êtes intéressé, je ne sais pas comment on fait pour maintenant, mais je peux essayer de les scanner et de les envoyer dans un piège de courriel. C'est ça, je peux faire. Très bonne idée. Puis au niveau administratif, est-ce que vous allez pouvoir donner votre opinion? Y a-t-il des choses spécifiques par rapport à ça? Vous aimeriez. on peut regarder. Okay. Et s'il y a quelque chose, on vous revient. Okay. Oui. Okay. Donc, point 7, dossier lié aux politiques. On devait pas rajouter. Ah oui. Oui, c'est ça. Fonction liée à la vice-présidence. Oui, donc c'est en lien avec la politique 153, rôle de la vice-présidence. Donc, il y a une proposition qui vous a été partagée par courriel avec un rationnel. En discutant avec Mme Saint-Hilaire, la proposition a changé un petit peu avec les mêmes objectifs, mais un petit peu la proposition a changé. Je vais vous la relire. Okay.
Lorsque la vice-présidence assume les fonctions de présidence, en l'absence de celle-ci, le conseil désignera un conseiller qui pourra appuyer la vice-présidence ou la remplacer au besoin. Est-ce que ça veut dire qu'il faut passer aux élections aujourd'hui? Ou c'est quelque chose que vous demandez? Oui, il faut juste pour agir en tant que, pas nécessairement. Donc, assumer leur rôle officiellement, c'est pas une élection, c'est juste que. Mais juste délégué, d'abord. C'est ça. Délégué, OK. Mais juste délégué. C'est ça. fait que probablement, OK, oui, je comprends votre point, c'est que présentement, donc il y aurait la proposition, puis on pourrait dire au lieu de désignera un conseiller, désignera XXX qui pourra appuyer la vice-présidence ou la remplacer au besoin. Je regarde juste pour voir si vous avez des questions. Elle a eu vous. Donc, Ça fait du sens. donc ça, c'était la proposition. Puis ma question serait, maintenant, si vous êtes confortable avec cette proposition, maintenant, il faudrait remplir le XXX, à savoir est-ce qu'il y a quelqu'un qui se proposerait pour être cette personne désignée-là. Est-ce qu'il faut toujours respecter l'ordre, vu que maintenant la présidence qui est en remplacement est une catholique? Est-ce qu'il faut que ce soit nécessairement quelqu'un de public ou là, ça prend l'importance? Je pense que la République catholique, c'est une recommandation, c'est quelque chose qu'on aime suivre. Donc, J'ai proposé au Carré. Je vais proposer à Si, vas-y. Vous êtes Tu es certain? capable. Ouais, je suis capable. J'ai confiance. je vais relire la proposition. Ce serait lorsque la vice-présidence assume les fonctions de la présidence en l'absence de cette dernière, le conseil désignera Mme Karine Gauthier qui pourra appuyer la vice-présidence ou la remplacer au besoin. Donc, on parle principalement dans la gestion des budgets. Oui. Sauf que ici, c'est un changement temporaire qu'on fait? Oui. Ou... Pourquoi? OK, c'est bien correct avec moi, là. C'est juste que je suis en train de regarder ça, là, c'est qu'il n'y a aucun changement à la politique, on ne change rien. Ça, c'est juste temporaire. OK. Ça marche. C'est correct? Ouais, bon. Donc, conseillère Poulin propose. Est-ce que tout le monde est en faveur? Conseillère Gauthier, est en faveur? J'espère. Ok, c'est bon. Donc, maintenant, le point 6.4. Représentation du conseil. Ça aussi, la proposition avait été circulée par courriel. Donc, la proposition se propose de modifier la proposition relative aux nominations des représentants du conseil à des organismes externes. La proposition 004-220906-3.6 en nommant personne X, représentant de Franco-Sud à la Fédération des conseils francophones de l'Alberta, sachant que la semaine prochaine, au niveau de la fédération, le conseil doit nommer la personne qui va représenter le conseil à la fédération pour la prochaine année, en l'absence de la présence on n'est pas certain pour combien de temps. Donc, ce serait de nommer, propose de nommer, les réunions de la fédération se passent 2 jours. Je ne me trompe pas, 2 jours, une fois par mois. Des fois, il y a 5 en soirée. Mais OK. la plupart, c'est 2 jours. Donc, Oui. Allez. Ben, moi, je suis disponible dans le jour. oui. C'est une très bonne idée. Alors, Geneviève propose Hélène. Proposition de modifier. Oui. Juste un détail, si on propose, si on modifie cette
proposition-là de la réunion organisationnelle, est-ce qu'elle remplace ou est-ce que c'est temporaire? Est-ce que Je pense moi, je pense que mon intention, c'est de remplacer. de remplacer donc jusqu'à la fin, jusqu'à la prochaine réunion organisationnelle? C'est ça. Non. C'est bon? Donc, conseillère Poulain propose, tous en accord? Est-ce que je peux juste faire quelque chose en disant, le conseil a toujours la capacité de changer, changer en cours de route, là, mais pour l'instant, c'est ça. C'est comme ça, il y a une stabilité qui est transférée au niveau du conseil à la fédération. Et en conseillère Poulain propose, et puis j'ai manqué le nom de la personne. C'était conseillère Emel Conseillère Amel qui va, OK. qui va prendre. Parfait. Merci. Juste une question de clarification. Est-ce qu'à ce moment-là, on informe la fédération? Ou c'est... Ma compréhension, c'est que lors de l'AGA, chaque conseil se lève et dit telle personne est le représentant de notre conseil, de mon expérience. Fait que je pense que c'est à ce moment-là que ça va se faire. C'est bien. Alors, lors de l'AGA, ma compréhension, par les années passées, c'était comme ça. J'ai une question. Est-ce qu'elle a besoin d'être cette AGA? Je pense que c'est le conseil de mémoire, c'est le conseil qui va dire telle personne va représenter. D'autres questions? C'est bon. On peut passer au point 6.4b. FCSFA, vote par procuration. Oui. Donc, la dernière chose, c'est que la proposition qui avait été discutée propose que pour l'instant, c'est Geneviève Poulain et LNML, en raison de leur absence en présentiel lors de la GA de la Fédération des conseils scolaires francophones, le 20 novembre 2022, délègue par procuration personne X de voter en leur nom. Donc, on a validé avec la Fédération, ils ne permettent pas qu'on soit présent par Zoom pendant la GA. Si on veut que ce soit fait, il va falloir faire une motion, une demande qu'on apporte au nouveau conseil d'administration de la Fédération d'évaluation cette année. Présentement, c'est pas possible. Madame Emel et moi-même, on suit le programme de gouvernance, le cours de gouvernance d'ASBA et on est en session pendant la fédération. Donc, l'idée, c'est de donner notre par procuration, ça serait pas possible le nombre nécessaire de votes. Donc, c'est ça. Qui se propose? Est-ce que je peux juste avoir un rappel de la date? C'est le 20 novembre. On va checker en même temps. Lorsque on est à Nantes pour le OK, c'était la réunion dans la journée. OK. Moi, je vais être présente. Vous allez être présent, M. Gros? Je ne sais pas encore. Alors, Je suis encore perplexe. Ça me va très bien. Ben non. À vous, Mme la vice-présidente. Je pense que, comme on avait dit, tout le monde pouvait être là, donc je ne sais pas là. En fait, la question présentement, c'est vraiment savoir si on n'est pas présent, s'assurer que notre vote va être compté aussi. C'est vraiment ça. C'est que nous, on sait déjà qu'on ne sera pas présent, donc c'est de s'assurer que notre vote va être compté dans les votes pendant la GA. Moi, c'est juste, de mon côté, c'est de m'assurer qu'il y a quelqu'un qui peut prendre, à qui je peux déléguer mon vote par procuration, puis vous allez pouvoir voter en moi. Je ne sais pas Mme Chantal. C'est dans le fond, moi aussi. Oui. Oui, vous avez. Non, les deux, on n'est pas là, fait que les deux, il faut qu'on délègue. Alors, un revient à... Non, je pense que ça Moi, fait. je me suis inscrit, mais il faut que je vois quelque chose. Donc, si vous n'êtes pas présent, voulez-vous, au cas où que vous ne soyez pas présent aussi, potentiellement déléguer votre vote par procuration? OK. Fait que je vais juste changer la proposition. Si vous me permettez. Non. Je propose de modifier, non, pardon. Propose que Geneviève Poulain, LNML et potentiellement Arnaud Goua, en raison de leur absence en présentiel à l'AGA de la Fédération le 20 novembre 2022, délègue par procuration Chantal Desjardins de voter en leur nom. C'est bon? OK, alors donc, ça propose. Tous en accord? Bon. Voilà. Le point 7, dossier lié au politique. Pardon. Le point 7.1,
Politique 1.1.4, relations publiques et démarchage. Le retour sur le colloque de la Fédération des parents francophones, FEDERPA. On était présents et ça a été remarqué. Les gens qui étaient là, les parents qui étaient là, ont beaucoup apprécié. Ça a commencé le matin avec 2 petites sessions dans 2 groupes, c'était en même temps, donc on s'est séparés. Ensuite, on est revenu après cette session-là et ils ont pu nous poser des questions. On a répondu du mieux qu'on a pu. Il y a des questions des fois qui... On s'en est bien sortis. Je pense que tout le monde était pas mal heureux. C'était bien de voir à quel point on se tenait tous. On était vraiment un beau groupe. Et ça, j'étais vraiment très contente. Et puis, l'autre chose, après ça, après cette session-là, on a eu une sensibilisation sur le racisme. Session que j'ai adorée. Vraiment, c'était. J'ai beaucoup aimé les petites vidéos qu'ils avaient introduites dans ça. Et puis, ben, grâce aux vidéos, j'ai un ami blanc. Je suis allée voir tous les autres vidéos de ces acteurs-là qui ont fait. C'était vraiment excellent. J'ai beaucoup ri. Donc voilà, c'est mon rapport rapide. Juste pour rappeler, c'était les conversations courageuses, l'atelier qu'on parle, conversations courageuses, qui est un programme qui a été mis en place à Franco-Sud, si je ne me trompe pas. C'est bien ça? Tous les employés du Franco-Sud et qui au bureau central ont reçu cette formation-là, dans le but justement de conscientiser tous ces de cheminer dans ce dossier très important. Ça nous force à nous poser des questions, parce que c'est vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. Parce que c'est pas, on a l'atelier puis c'est terminé. On sort de là puis on continue à le travailler. Alors, je trouve ça vraiment intéressant. C'est intéressant. Moi, j'aurais souhaité qu'il aurait dû peut-être avoir plus de monde, là. Faisait froid. On est au Canada. Mais bon. Là, c'était vraiment une belle présentation. Je voudrais juste aussi souligner qu'à la fin du colloque, il y a eu les gagnants qui ont été mis en nomination pour les prix Manon Routier. Donc, on a plusieurs parents dans nos écoles, dans nos conseils d'école qui ont gagné le prix Manon Routier, puis aussi la Société des parents de l'école Le Ruisseau, si je me souviens bien, qui a été récipiendaire du prix de la Commission nationale des parents francophones. Ça, c'est un organisme par année qui reçoit ce prix-là, donc je tenais à les féliciter publiquement. Puis j'aimerais juste peut-être, c'est au niveau administratif, juste peut-être que ce serait possible de faire un retour parce que c'est sûr qu'il y avait la température a joué dans le fait qu'il y a des gens qui étaient pour devenir qui se sont pas pour déplacer. Mais je serais curieuse de voir au niveau de la communication dans les écoles, comment la communication, s'il y a un moyen peut-être potentiellement de voir comment la communication a été faite dans les écoles, auprès des conseils d'école, des parents, pour encourager la participation, puis voir si peut-être potentiellement dans les années futures, il y a des moyens de renforcer ça pour avoir une plus grande participation s'il y a lieu. Sinon, on pourrait déplacer si c'est pour le voir. Mais je pense que excusez-moi. c'était pas nécessairement le froid, c'était les patinoires qu'on appelle des routes, qui était le problème principal. Oui. Et en discutant avec Antoine, justement, on avait le double des participants qui étaient inscrits. Alors, j'ai l'impression que la température est Oui. oui. Pendant d'autres commentaires sur cette. Oui. Juste mentionner au sujet des prix, Mme Péloquin a mentionné que le Conseil scolaire Franco-Sud avait reçu le plus de prix en Allemagne. Donc, Nomination. Ouais, ça c'est intéressant. Oui. C'est bien d'avoir ça. C'est les prix. Oui, c'est le positif de tous ces efforts. Super. Pas d'autres questions, commentaires? C'est bon? OK. Donc, 7.2, la politique 3.2, situation et activité financière, mise à jour mensuelle en finance par Isabelle Desbières. On va juste mettre à l'écran. Pas de problème.
Alors, avant de présenter mon rapport financier du mois d'octobre, je voudrais revenir sur les financements additionnels que nous avons reçus, ou qui vont être reçus au cours de l'année. Ça veut pas dire que les sommes ont été reçues tous en argent, mais que ça fait partie des revenus qu'on va recevoir en 22-23. Alors, on a le Fuel Price Contingency. Celui-ci est, dépendamment du prix, on reçoit un montant mensuel. Alors, jusqu'à maintenant, on a reçu 70 603 pour le fuel price. On a eu une autre bonne nouvelle suite à notre augmentation des inscriptions. On a eu 317 600 $. Alors, je vais tout de suite porter votre attention au tableau en bas. Alors, on voit que dans les FTI, il faut se souvenir que c'est sur aussi une moyenne pondérée. Alors, on a un enrollment growth de 6,63 %. Donc, on en a pour 2 d'augmentation en 22-23. Fait que celui-ci, parce qu'on est juste un peu en bas, on n'a rien pour celui-là. Entre 2 et 5 parce qu'on a eu en 21-22, 2 et 22-23, 5 À ce moment-là, on a pour 152 000 $ et on a pour 55 de growth pour le above 5 ce qui nous donne 165 000 $. Alors, au total, on a 317 000 suite à notre croissance. C'est fantastique. J'avais estimé autour de 200-250 000, là, mais écoute, j'étais bien contente de voir le montant. Et puis, suite à ça, pour revenir, on a aussi le Teacher Salary Settlement pour le 0,5 et le 1,25 Donc, on a 452 590. Et aussi, on a eu, en 1er septembre, on a eu notre francophone equivalency de 1 600 000. Alors, jusqu'à maintenant, à part incluant le fuel price contingency, on a 2 440 609 $ qui vient de s'ajouter à notre budget approuvé les derniers. Alors, c'est fantastique. C'est un beau problème. Est-ce qu'il y a des questions avant que je... Problème pour le dépenser ou quoi? Ben, pour le... Peut-être je peux appuyer là-dessus parce que c'est un très bon commentaire. C'est que ces argents-là sont arrivés sur la table. Vous savez que le 1,6 au niveau de l'équivalence francophone, ce sont des montants qui ont été annoncés au mois de septembre. Et le 317 000, on a appris ça la semaine dernière. Okay? Donc, et c'est normal parce que disons que le 30 septembre, c'est les chiffres qu'on présente. Par la suite, eux font leurs propres analyses et on a reçu la semaine passée. Alors, on se retrouve à 317. Le Teacher Salary Settlement, d'une certaine façon, c'est un in-and-out. C'est une augmentation qui est ouverte par le gouvernement. Mais rappelez-vous que lorsqu'on a budgété, on avait prévu de payer l'augmentation parce qu'on ne savait pas à ce moment-là. On avait mis de côté 300 000 $, si la mémoire est bonne, pour couvrir les frais de l'augmentation. Okay? Alors, et oui, effectivement, il y a des embauches qui ont été faites. Le travail se poursuit de ce côté-là. Vous en avez parlé à travers ces rapports dans les dernières rencontres. Et puis, on poursuit l'analyse à savoir ce qui va être fait avec ce qu'on vient de recevoir présentement. Okay, alors, il se peut qu'à la fin de l'année, on affiche, disons, un surplus et il va falloir qu'on agisse parce qu'on a quand même des limites à respecter d'ici le mois d'août et qu'on travaille avec le ministère de ce côté-là. Donc, c'est des fonds qui n'étaient pas budgétés, à l'exception justement de... Alors, on y travaille. Évidemment, l'objectif, c'est de dépasser ce qu'on va recevoir. Est-ce que ça peut être étalé? C'est du travail qu'on doit poursuivre avec le ministère et les fonctionnaires, entre autres. Merci. Est-ce qu'on a des... premièrement, le francophone equivalency, ça, c'est un montant qu'on va recevoir annuellement par la suite? OK, parfait, merci. Si, pour curiosité, si le nombre baisse, donc ça va baisser, n'est-ce pas? Si le nombre d'élèves baisse. Le Francophone Equivalency Grant, oui, il peut y avoir
comment je pourrais dire, une variation. Une variation. Parce qu'il y a des montants par élève au secondaire et au primaire. OK. Merci. Ça peut monter ou ça peut aller des deux côtés. Ouais. OK. La formule demeure. Donc, les facteurs demeurent aussi dans la formule. Puis pour ce qui est du fuel price contingent, c'est juste pour me rappeler, c'est à chaque mois, donc on peut prévoir sur 10 mois pour l'instant, si on fait 70 fois 10, fois Ça, c'est seulement si au cours du mois, le montant s'est maintenu au-dessus de, ça, c'est une pièce-et-demie, je ne sais plus là. Alors, c'est seulement si le gaz est au-dessus d'un certain montant qu'on est éligible au fuel contingency. Ou sinon, s'il est en bas, ben, il n'y a pas de contingency. OK, parfait. Puis, au niveau des ressources humaines, il y a certaines écoles qui ont expérimenté plus de croissance que d'autres. Est-ce qu'on, parce que ça a été souvent des conseils d'école que j'étais présente cette semaine, est-ce qu'on va amener plus d'enseignants dans ces écoles-là? Est-ce que c'est déjà prévu au niveau des ressources humaines? Je vais passer la parole à Lynn, mais il y a déjà eu des ajouts qui ont été faits. Alors, on a déjà, depuis le début, ajouté une équivalence de 8 enseignants dans les écoles depuis le début de l'année scolaire. Et cette semaine, on finit d'augmenter les personnels de soutien, les aides pédagogiques. On a aussi augmenté de 83 heures le temps de travail des secrétaires d'école. Mensuellement. 83 heures mensuelles. Mensuelles, merci. Donc, on a essayé de regarder toutes les classifications d'employés jusqu'à maintenant. Fait que là, on a fait le tour. Et là, la deuxième vague, on va regarder s'il y a d'autres besoins qui pourraient nous arriver. Mais on s'en garde toujours un petit peu en réserve pour le deuxième semestre. Alors, on se souvient que nos écoles, le 1er février, commencent un deuxième semestre avec des nouveaux cours, des nouvelles préparations. Alors, souvent, dans les écoles secondaires, à ce temps-ci de l'année, on ne va pas créer un nouveau cours. Par contre, on pourrait en créer un pour le deuxième semestre. Donc, on garde toujours un petit peu d'argent pour pouvoir répondre à des besoins qui arriveraient au deuxième semestre. Est-ce que ça répond à la... Oui, ben, je pense que oui. Puis c'est les directions d'école qui vous communiquent leurs besoins en ressources humaines. Donc, s'ils ont des points chauds, ça a été communiqué, puis avec ça, on est capable de répondre aux besoins, ou il y a des écoles qu'on leur a dit non, on ne peut pas cette année. C'est plutôt ça ma question. Des besoins qui ont été communiqués. Le besoin, c'est un mot qui a plusieurs définitions. Okay. Et le mot besoin peut être répondu par plusieurs solutions. Oui. Alors, des fois, le mot non existe. Ça ne veut pas dire que c'est pas il n'y a pas d'autres solutions que la façon que la question est posée. Par exemple, l'équipe de Monique qui grandit beaucoup peut apporter des solutions à l'équipe école qui n'était pas la façon dont leur question était phrasée. Est-ce qu'on trouve une solution au problème? Oui. Est-ce qu'on répond à la question de base? Malheureusement, pas toujours comme les gens l'aiment. Par contre, c'est parce qu'il faut évaluer les situations selon la situation et selon le portrait global du conseil scolaire. Merci. C'est bon, je peux passer au rapport financier? Oui. OK. Alors, on est déjà à 2 mois, à 17% de notre budget. Alors, c'est sûr que là, maintenant, le fait que le tableau, j'ai pas mis une colonne du budget révisé avec les dépenses associées aux revenus additionnels. Alors, évidemment, comme on l'a mentionné, le budget actuel démontre un 9 millions de dollars de revenus et puis on en a plus. Donc, ça va toujours être plus par rapport au budget original parce qu'on vient de recevoir 2,4 millions additionnels de revenus. Au niveau des dépenses, ce qui est important aussi, c'est de suivre les dépenses et la cadence envers les revenus qu'on a reçus puis comment c'est dépensé. Alors, on voit qu'on a eu présentement 9 110 000 de dépenses en 2 mois, ce qui fait que par rapport au budget, on est juste à 191 000. Mais par rapport
au total. On a un écart quand même de 450 000 de plus par rapport si on avait par rapport au budget original. Parce que normalement, on serait par rapport au budget original à 259 000 de déficit et on est à 194 000 de surplus. Parce que là, il faut dépenser plus, on a eu aussi des revenus plus. Au niveau des dépenses par objet, on voit que au niveau des salaires, quand on combine, je suis à peu près là, les salaires, les bénéfices ensemble combinés. Par rapport au budget original, je suis seulement qu'un saving là, d'à peu près de 120 000 alors, ça, c'est à surveiller. C'est ce que je fais là, d'un mois à l'autre, c'est de s'assurer que cet écart-là, le saving n'est pas plus grand, mais on est prêt pour s'assurer qu'on dépense chaque dollar. Alors, pour moi, c'est très simple là, pour les 2 premiers mois. Là, ça se résume à ça, mon rapport, ma mise à jour, moi qui ai des questions. Merci. Je peux peut-être une question un peu à la direction générale. Il y a quelques années, on avait, au niveau Franco-Sud, vu qu'on avait un surplus, puis on était retourné vers les communautés scolaires pour demander comment est-ce qu'on devrait dépenser ce surplus-là. Là, cette année, on a des urgences supplémentaires qui sont arrivées. On est heureux de ça. On veut être capable de mieux répondre aux besoins. Donc, la question, est-ce qu'on a besoin de retourner vers les communautaires scolaires comme qui a été fait par le passé, ou vous avez déjà un plan en place? Quand tu parles de communauté scolaire, parce que je me souviens de cette période-là, est-ce que tu parles du personnel des écoles ou tu Je parles pense qu'on avait aussi, les parents avaient été impliqués jusqu'à un certain point. Parce que je me souviens, Ouais. c'était Mme Lessard qui était de retour là, pour cette année-là. Et pour ce qui est des parents, il y a un mécanisme qui est déjà en place, qui se fait en début de l'hiver, où est-ce que vous avez les conseils, les représentants des conseils d'école vont avoir l'occasion de se prononcer, de vous partager je n'étais pas dire préférence, mais je dirais plutôt leurs besoins. Et évidemment, c'est une consultation importante qui va vous aider et nous aider à guider nos décisions par rapport au budget 2022-2023. Une des choses qui est arrivée lors de cette année-là, je ne sais pas si vous vous en souvenez, je pense surtout à toi, Geneviève, c'est qu'il y a des décisions qui avaient été prises, justement, qui ont dû être renversées par la suite parce que les dépenses récurrentes, quand c'est une dépense pour quelque chose sur le moment, pour une année, ça va. Mais si on dépense, et dans ce temps-là, je me souviens très bien, c'était au niveau des animateurs culturels qui était une entente avec la provinciale, et c'était de l'ordre de 1,4 million, et c'était récurrent. Alors, à l'intérieur de 2 ou 3 années, les réserves étaient disparues, ou allaient. Alors, il y avait eu des décisions qui avaient dû être prises et prendre un recul. Alors, d'ouvrir simplement et dire, OK, qu'est-ce que vous voulez? Puis, c'était peut-être une approche un peu trop, à ce moment-là, ouverte. Alors, la consultation, par contre, elle est importante au niveau du personnel, au niveau des directions d'école. C'est pour ça qu'on les rencontre de façon régulière. Bon, si on pense, par exemple, à l'inclusion au service pédagogique et tout ça, c'était une demande qui est ressortie non seulement de la communauté dans les sondages, mais aussi au niveau de nos directions et au niveau de nos écoles. Alors, on a tenu compte de ça cette année dans l'embauche, puis avec les sous qu'on a reçus au niveau du Equivalency Grant francophone, ben, c'est là qu'on a mis la plupart des dollars, une grosse partie des dollars, pour justement appuyer l'élève, donc les services à l'élève dans chacune de nos écoles. Alors, il y a un mécanisme donc, pour les parents. Ça, je pense que ça va être très profitable pour le conseil, parce qu'on entend la voix. Mais on poursuit aussi avec nos directions, évidemment, cette consultation. Est-ce que ça va se faire de la même façon que la dernière fois? Avec l'expérience, à ce moment-là, je pense qu'on a appris de ça. Donc, il faut quand même avoir des balances, surtout quand on parle de recul. Vu qu'on a un peu d'argent, est-ce que
apparemment, on a le problème du personnel pour les activités sportives. Est-ce qu'il y aura un potentiel fermé sur ces activités sportives au niveau des activités inter-écoles, par exemple? Est-ce que vous parlez Du sport en général. du paiement d'activités sportives ou vous parlez plutôt de personnel? Du personnel. OK. Pour ce qui est du personnel et de l'accompagnement, puis peut-être, Monique, tu peux rajouter, mais ce n'est pas simplement une question d'ajouter du personnel, c'est aussi de s'assurer que ces personnes-là peuvent accompagner. Par exemple, dans certains cas, ça prend un enseignant certifié. C'est ça, c'est ce que moi je pensais. Est-ce que on pourrait peut-être avoir des enseignants certifiés, en fait, peut-être des professionnels du sport qui pourraient peut-être accompagner dans les écoles et qui peuvent faire le tout, par exemple. Bien, et puis je ne sais pas si c'est le hasard qui fait bien les choses, mais quelque chose un avenue qu'on doit explorer au niveau du conseil, c'est au niveau, par exemple, des spécialistes en éducation physique, des spécialistes au niveau de la musique, peut-être les beaux-arts, le drame et tout ça. C'est difficile, à ce point-ci, peut-être encore une fois, je reviens au récurrent, mais certainement dans le budget 2022-2023, c'est quelque chose qu'on a l'intention de regarder de plus près, voir qu'est-ce qu'on peut. Et c'est certainement, quand je regarde les sondages au niveau des parents, c'est au niveau de la programmation, ça a souvent été soulevé. Je pose la question pour ça. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose. Tu as raison, c'est justement exactement ce que tu viens de dire. C'est plus que juste embaucher une personne pour faire. Il y a tellement de processus en place pour s'assurer. C'est avec les assurances, les risques, etc. Mais comme tu as dit, c'est bien entendu dans les sondages. Alors oui, puis ça pourrait être une option justement pour appuyer, entre autres, avec le parascolaire, parce que là, tu aurais des spécialistes. Mais bon, c'est certainement quelque chose qu'on va explorer. Oui. Donc, juste pour clarifier, on a reçu 2,4 à peu près jusqu'à présent, millions de plus que prévu. Ça n'inclut pas le fuel contingency. Donc, c'est peut potentiellement augmenter. On avait prévu un déficit de, juste en rappeler le chiffre. Puis juste me rappeler, on devait être proche de ce déficit-là pour rentrer dans les barèmes du ministère de mémoire. Alors, le déficit qui a été approuvé en mai dernier est à 1 556 139. OK. J'aimerais, si c'est possible, là, je vais voir, si ce serait possible, soit en faisant un travail ou à une prochaine réunion du conseil, que vous nous dites, c'est quoi le plan pour ces... C'est juste de nous informer. Cet argent-là supplémentaire, c'est quoi le plan? Parce que nous, on a approuvé le budget, il y a une limite à la direction générale, mais c'est plus montant, 4,2 pour certaines que ça rentre là-dedans nécessairement, mais c'est juste pour nous présenter une nouvelle mise à jour. C'est quoi les intentions? Avec l'argent supplémentaire, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous, ça nous permet aussi de communiquer ça dans nos communautés. Absolument. Ce serait vraiment... Oui, parfait. Merci. Question? Est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter? Non, c'est tout pour moi, merci. Point 7.3, politique 3.7, embauche, rémunération et avantages sociaux, présentation du rapport de conformité par Linda. Merci. Alors, le rapport, est-ce que tu dans ce rapport de conformité, il y a un rapport de conformité basé sur la méthodologie et les services offerts aux employés du Franco-Sud et non basé sur des données recueillies pour nourrir le rapport. Alors, on commence avec, en conséquence, la direction générale ne promet pas d'emploi permanent garanti aux autres, ni ne fait preuve de négligence qui contrevient aux règles de l'art de l'embauche. Donc, cette section touche la méthodologie d'embauche des différentes classifications d'employés. Je ne vais pas, par mesure de temps, lire tous les détails, mais je vais vous donner un résumé des sections.
Alors, le personnel certifié, parenthèse, enseignant. Les enseignants, c'est un processus qui commence en février et qui se termine généralement en octobre, à moins de belles annonces qu'on a de l'argent de plus puis qu'on continue toute l'année. En février, quand on commence la budgétisation, on regarde les sous, on analyse les données des écoles. C'est là qu'en tant que parent, les gens remplissent le questionnaire « Je reviens pas ». Et on commence l'analyse des données. Ensuite, on donne aux directions d'école un chiffre, ce qu'on appelle une affectation. Et les directions d'école commencent le travail du jeu d'échecs, de qu'est-ce qu'on met, où est-ce qu'on va. On les rencontre en équipe d'administration, ils nous présentent un plan et on commence l'embauche. Alors ça, c'est l'affectation des enseignants. C'est un cycle de février, généralement, à octobre, parce qu'on attend toujours le plan du 30 septembre pour faire les derniers changements. Pour la deuxième section, qui est le personnel non certifié, ceci touche ce qu'on appelle les employés de soutien du conseil, secrétaire, aide bibliothécaire, aide pédagogique. Ces gens-là, on attend, les secrétaires et les bibliothécaires sont embauchés et l'emploi est calculé sur un tableau croisé basé sur le nombre d'élèves, le nombre de niveaux scolaires dans une école. Et c'est vraiment une formule mathématique. Vous avez tant d'élèves, tant de niveaux, vous avez tant d'heures de bibliothèque ou de secrétariat. Pour les aides pédagogiques, c'est un petit peu plus long pour deux raisons. Un, il faut toujours voir si l'élève avec lequel il travaillait revient, reste, déménage, change d'école et analyser les besoins de l'élève. Donc, c'est un travail un peu plus long qui généralement va se faire en fin d'année scolaire et en début d'année scolaire. Et c'est aussi de savoir qui est notre nouvelle clientèle, qui arrive et quelle est la composition de la salle de classe. Donc, c'est un travail qu'on ne fait pas vraiment dans l'année. On le fait en fin d'année et en début d'année. D'ailleurs, c'est pour ça que cette année, on a fini aujourd'hui. On avait les nouvelles personnes, Mme Céline qui était nouvelle en inclusion, qui avait besoin d'apprendre à connaître les élèves. Donc, c'est un travail qui, les aides pédagogiques, c'est une embauche qui va et vient avec la clientèle. Les deux cas, les deux classifications que je viens de vous présenter, ce sont des employés sous convention collective. Il y a une troisième catégorie d'employés et cette catégorie-là, c'est les gens du siège social et les gens qui ne rentrent pas dans les deux premières. Alors, on a là-dedans tous les gens au siège social qui, eux, ne sont pas. Donc, ce sont des règles internes. Au siège social, pour votre information, si vous êtes une enseignante certifiée, vous êtes sous convention collective, vous faites partie de la catégorie du jour. Si vous n'êtes pas un enseignant, vous faites partie des gens du siège social. Il y a aussi tous les des instructeurs ou des contractuels. Ça, c'est notre instructeur de musique à l'école Notre-Dame-des-Monts. C'est notre instructeur de soudure menuiserie à Sainte-Marguerite-Bourgeois. Ce ne sont pas des enseignants certifiés, ce sont des contractuels qu'on paye à l'heure et qui sont non sous convention collective, mais bien sous contrat d'emploi. Tous les gens qui sont en conciergerie, c'est un tierce partie et c'est géré par le département de maintenance. C'est un fournisseur qui nous prête leurs employés sous contrat et c'est M. Delourde qui gère ce contrat. La deuxième section là-dedans, c'est l'image corporative, c'est-à-dire quelle est l'image que nous, on donne à notre personnel pour maintenir un standard au Franco-Sud. Donc, on se base sur des critères. Alors, si vous allez au point 2, on a une méthodologie. On fait de l'offre d'emploi, on fait l'analyse des candidatures, on parle des entrevues, on parle de l'entrevue avec toutes nos positions, on fait la vérification des références. Ça prend 3 références. On prend toujours un nom impair parce que c'est la logique, la moyenne, hein, toujours le poids de la moyenne. Ensuite, on donne aux candidats retenus des documents. Exemple, une vérification judiciaire avec le secteur vulnérable est une obligation. Ensuite, les qualifications, on doit avoir les qualifications de la personne. Et finalement, la personne embauchée doit signer un engagement de confidentialité, un engagement d'utilisation de la technologie de manière saine et efficace. Donc, ceci, ce sont des mesures qu'on met en place pour garder l'image corporative.
Est-ce que ça va pour la première section? Oui. La deuxième section, donc c'est le numéro 2, qui s'appelle « La direction générale ne consent à personne un traitement ou des avantages sociaux qui entraînent pour l'organisation des obligations excédant la période raisonnable de prévision des revenus ou qui sont susceptibles d'organiser des pertes de revenus. » En gros, c'est qu'en plus d'embaucher quelqu'un et lui donner un salaire, on aide lui donner des conditions de travail et des avantages. Par contre, on a l'obligation de s'assurer que ceux-ci entrent dans la raisonnabilité d'un budget, sont raisonnables dans le standard du monde de l'éducation et répondent le plus possible aux besoins de l'employé. On parle ici, en gros, d'assurance, de bénéfices, de plan de pension. L'analyse salariale, alors dans la première section, sur quoi on base l'analyse salariale des gens au Franco-Sud? Si tu es sous convention collective, ben c'est assez facile, il y a une petite grille à la dernière page, tu fais expérience année, et on arrive à un chiffre magique, c'est fini, c'est facile. Lorsque tu n'es pas sous convention collective, on doit faire une analyse de rémunération. L'analyse de rémunération, elle est faite par le service par le département des ressources humaines, basée sur le poste occupé. Alors, est-ce que tu es un poste cadre? Est-ce que tu es un poste non cadre? Je veux dire, c'est ça. La scolarité exigée pour le poste, l'expérience pertinente, les exigences, soit de l'entente collective ou du manuel, la grille salariale s'il y en a une, et une étude comparative du marché. Celle-ci, elle est difficile, je vais vous dire. L'étude comparative du marché, elle est difficile parce que l'étude comparative du marché, ça devrait dire, parenthèse, dans le monde de l'éducation. Et je vous donne un exemple typique. Si j'étais dans un poste de gestionnaire de ressources humaines dans une compagnie pétrolière, mon étude comparative salariale ne serait pas la même parce que je serais dans le secteur privé. Donc, nous, on doit faire des études comparatives dans le secteur public, dans des conseils scolaires, financés dans une grandeur de conseils scolaires équivalente au Franco-Sud. Je ne peux pas comparer quelqu'un qui travaille dans un conseil de la grandeur du Franco-Sud à quelqu'un qui travaille dans un conseil métropolitain comme Edmonton Public ou Calgary Public. Parce que leur budget est différent, la quantité d'élèves est différente, la charge de travail est différente. Donc, quand on fait une étude salariale, quand on parle de comparaison, les critères sont assez sélectifs, tout en essayant d'être compétitifs. Donc, c'est quand même... Et tout ça est mis dans la marge, dans la limite administrative d'un conseil scolaire. Alors, juste pour vous donner des idées là, sur comment ça se passe. Et voici mon rapport de conformité. Embauche 101. En 3 secondes et demie. Des questions? Vas-y. C'est drôle, je me suis... Non, mais posé c'est... directement. Non, mais avez-vous des questions? Ben, en fait, moi, j'ai juste une question. C'est au niveau stratégique, politique, est-ce qu'on a déjà approché le ministère pour essayer d'avoir des primes d'éloignement? C'est comme si je travaille à Fort McMurray, en monde d'éducation, il y a des primes qui sont allouées en raison du coût de la vie. On a certaines régions où c'est la réalité, c'est la même réalité. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse et est-ce qu'on peut le faire pour aller chercher cette équivalence-là? Ouais. Parce que ça crée... C'est un sujet chaud en éducation. C'est un sujet qui était dans la dernière table de négociation. Okay. La prime éloignée, la caractéristique du gouvernement, elle est très spécifique. Okay. Quand vous regardez c'est quoi une prime d'éloignement, Jasper ne compte pas dans la prime d'éloignement. Mm-hmm. Alors, une prime d'éloignement, il faut que tu sois loin. Vraiment loin. Et que tu aies une limite de service. Il y a une liste de services qui doivent être à une certaine distance pour que tu comptes. Mais si on parle d'abord, par le plan d'apport comme d'éloignement, parce que je suis à Fort McMurray, je suis loin, mais il y a quand même des services. Mais c'est le coût de la vie qui est associé. Le coût de la vie il n'est pas nécessairement dû à l'éloignement, il est dû à Alors, ce n'est pas nécessairement une prime d'éloignement. Oui. Ça peut être une prime de logement ou ça peut être une prime de... Ils appellent ça... C'est comment? Fiduciaire.
Il y a dans le Calgary pour les fonctionnaires. Le coût de la vie. Donc, ça, est-ce que le gouvernement en donne des primes par rapport au coût de la vie? Ah, c'est juste la prime d'éloignement. Le gouvernement n'a pas de définition pour ceci. OK. Par contre, les villes comme Fort McMurray, au niveau provincial, alors, il y a la prime d'éloignement qui est une prime fédérale / provinciale, et il y a des primes plus provinciales comme des zones chaudes comme Fort Mac, qui, eux, peuvent avoir des primes d'éloignement, pas d'éloignement, mais de vie, des coûts de Mais vie. qui subventionne ces primes-là? Le fédéral, le provincial et les compagnies privées ou certains conseils scolaires. Donc, comment est-ce que nous, comme Franco-Sud, on peut aller chercher ça, soit du provincial, du fédéral? Pour faire du lobbying pour que. Est-ce que nos établissements sont dans ces zones? C'est ça. Est-ce que nous, est-ce que, tu sais, Calgary, ne qualifie pas? Est-ce que Medicinal qualifie? Ben, je pense pas. Parce que c'est qui? Alors, il faut, un, connaître nos critères. Deux, savoir, selon les critères, vers quelle prime on peut aller, quelle prime qui existe que nos critères coordonnent. Et si rien ne marche, ben, qu'est-ce qu'on veut faire comme lobbying? Qu'est-ce qu'on veut inventer? Qu'est-ce qu'on veut. On sait que certains conseils scolaires vont offrir des alternatives de logement, des. J'arrête là. Oui. OK. Donc, c'est un travail, peut-être, si on veut se pencher à réfléchir encore. Ben, je pense qu'il y a un travail d'analyse à faire sur si vous avez une zone spécifique en tête, c'est de faire l'analyse de ça, voir ce qui existe sur place, qu'est-ce que nos collègues conseils scolaires ont fait pour ne pas avoir à réinventer la roue. Et c'est bien d'aller voir dans les, je pense que c'est 2 conventions collectives qui ont ajouté des primes cette année. Je pense que c'est Fort Vermilion. Je ne vais pas aller plus loin. C'est d'aller voir comment eux ont fait pour qualifier. Mais Merci. C'est bon pour votre question? Dans le fond, ma question, elle a été répondue. On va passer au point 7.4, fin en éducation, le rapport sur les résultats annuels en éducation. La première partie par Mme Baker. Oui, alors, aujourd'hui, c'est la première partie et la partie finale. Ça va présenter à notre prochaine rencontre, qui est le 29 novembre, si je m'en souviens bien. Alors, le rapport sur les résultats annuels en éducation, c'est vraiment un aperçu ou un rapport de l'année d'après, alors le 21-22. Alors, le rapport, c'est vraiment des données qu'on a récupérées pendant l'année de 21-22. Alors, les données qui sont utilisées pour ce rapport, premièrement, c'est les mesures d'assurance de Alberta Ed que je vous ai présentées au mois d'octobre. Alors, il y a beaucoup de ces données que vous avez déjà vues. Les résultats d'examen des tests de rendement. Maintenant, les résultats vont être partagés avec vous à la prochaine rencontre. Et les raisons pourquoi, c'est que nous, comme conseil scolaire, il faut attendre qu'Alberta Ed font leur... eux, ils démontrent les résultats ou qu'ils montrent ça aux parents avant que nous, on le fasse. Alors, une fois qu'on a le feu vert d'Alberta Ed de partager, publier ces informations, on va les faire avec nous aussi. Il y a aussi les sondages du Franco-Sud et les sondages, il y a des sondages de maisons d'école. Et Monsieur Christian a fait un très beau travail à préparer un tableau où nous avons récupéré des données au fur et à mesure pendant l'année scolaire. Alors, c'est un tableau qu'on utilise à tout temps pour nous donner des pourcentages des personnes qui participent, etc., basés sur les questions des résultats.
Alors, vous allez voir qu'il y a la mission, vision, les principes directeurs, valeurs. Les écoles sont en train de terminer leur plan d'éducation aussi. Vous devriez les voir affichés sur leur site web par le 30 novembre et vous allez voir des ressemblances dans les deux rapports. Énoncé, OK, on continue. Là, vous allez voir, alors il y a la description de la communauté scolaire du Franco-Sud et à l'intérieur de là, on parle combien d'élèves qu'on a accueillis cette année, 3885, maternelle à 12, avec une belle augmentation de 7%. Nos écoles sont situées dans les 8 régions, Calgary, Airdrie, Cochrane, Canmore, Oakville, Bellevue, Lethbridge, Brooks et Medicine Hat. Cette année, nous avons plus de 276 enseignants et 92 membres du personnel de soutien. Et à l'intérieur de tout ça, l'appui de la part des conseillers pédagogiques. Nous avons des acteurs en service pédagogique, en inclusion scolaire. Nous avons des spécialistes tels comme orthophonie, psychologue, ergothérapie, santé mentale, spécialistes en comportement. Aussi, cette année, nous avons 22 moniteurs de langue, programme Odyssée, qui sont éparpillés un petit peu partout dans nos écoles, et 4 intervenants jeunesse du programme Projet Appartenance. Nous avons 3 officiers de police communautaire. Il y a eu une coupure dans ce département avec Calgary Police Services et puis là, nos SRO se trouvent seulement dans nos écoles secondaires. Alors, ils ont enlevé le programme élémentaire dû au fonds qu'ils avaient à leur disponibilité. Nous avons aussi des travailleurs d'établissement dans les écoles, des personnes responsables pour l'orientation scolaire, qui est nos élèves en secondaire pour des choix de cours, et etc. Donc, ça continue. Si vous avez des questions, nous avons la majorité de nos écoles bénéficient d'une garderie aussi, services de garde avant et après l'école, des clubs pour aider aux devoirs, des activités organisées. Alors ça, c'est toutes les données et ça varie d'une école à l'autre aussi. Les écoles travaillent à créer un rapprochement avec les peuples des Premières Nations, métis et Inuits, en travaillant. Alors l'année passée, ils travaillaient avec l'aîné Grand Little Moustache et en offrant plusieurs activités de sensibilisation durant les semaines de la reconnaissance autochtone, vérité et réconciliation. Et là, vous allez voir sur la même page à propos des élèves. Alors, ça vous démontre encore le nombre des élèves qui reflètent en chaque année et le nombre d'élèves que nous avons dans des programmes et autres comme francisation, English as a Second Language, les élèves qui ont un plan d'appui à l'enseignement avec objectif individuel d'apprentissage, ainsi que Première Nation, métis et Inuit. OK, alors ça, c'est les nombres d'élèves de l'année passée. Okay. Ensuite, là, les priorités. Comme vous savez, le plan d'éducation de nos 15 écoles se fonde sur les priorités et objectifs de le plan d'éducation 2022-27. Et ce tableau, vous allez voir, il y a 15 objectifs de l'année passée. Cette année, nous en avons 8. Alors, ceci, le résumé ici reflète sur les 15 objectifs que vous avez identifiés. Alors, vous allez voir les priorités. Je pense que, voulez-vous le temps, vous avez eu la chance de les regarder. OK. Ensuite, l'engagement des membres. Et vous allez voir, pour chaque priorité, c'est le même format. Alors, pour première priorité 1, c'est la réussite scolaire et globale des élèves. Maintenant, vous allez voir, sur le premier, le pourcentage n'est pas là encore parce que je vais vous ramener ces données à la prochaine rencontre. Et je vais aller un petit peu plus en détail aussi et pas seulement donner les pourcentages ici. Oh, avais-tu une question, madame? Oui. Alors, j'ai pas la feuille imprimée, j'ai pas les mêmes chiffres. Dans le deuxième encadré.
Moi, OK. j'ai 100%, vous avez 97. Oh oui. Et en dessous, j'ai une barre jaune, puis vous avez 70. Alors, barre jaune, si vous avez des barres jaunes parce que qu'est-ce que vous avez reçu vendredi? Il y a eu des changements et des additions. C'est pour ça que j'avais des barres jaunes. Alors, je vous ai donné juste un aperçu. Je vais vous envoyer celui-ci que j'avais mentionné. Alors, c'était encore la partie que je travaillais dessus pour partie A. Puis, elle Mais n'était pas pourquoi la complétée. première passe de 100 pour moi à 97 pour vous? Oui, alors c'est pour ça que j'aurais dû mettre le jaune là-dessus aussi. Alors, on a fait le retour ce matin avec l'équipe éducative parce que j'avais encore des points d'interrogation. Alors, celui que je vous montre aujourd'hui est à jour. Celui que vous allez voir le 29 novembre va être celui complet. Alors, c'est pour ça que c'est partie A. Okay? C'est un travail qui continue jusqu'à la fin du mois. Mais là, les données ici sont à jour, ils sont 100% corrects. Ensuite, vous allez voir le 62, développement, alors littératie, numératie et santé mentale. Alors, nous avons 90% des enseignants qui complètent les tableaux diagnostiques, et c'est ça ta question, madame. Ensuite, nous avons 62% des écoles. Alors, si vous regardez dans le cible du Franco-Sud et les résultats visés, quand on prépare le plan d'éducation, c'est ça où qu'est-ce que nous voulons atteindre. C'est ça, qu'est-ce que nous visons. Et là, les résultats du Franco-Sud, on regarde pour voir qu'est-ce que nous avons pu faire et est-ce qu'on continue dans cette veine pour l'année prochaine ou qu'est-ce que nous avons changé. Alors, vous allez voir, les plans à chaque année nous aident à former pour l'année prochaine, l'année suivante. Okay? Et maintenant, si on continue, est-ce que vous voulez que je fasse chaque fois? Non? OK? C'est bien. Mais vous allez voir, il y en a qui ont été ajoutés depuis que vous avez reçu la vôtre le vendredi, surtout si vous voyez les cadres jaunes. Alors, soit que vous pouvez recevoir celle-ci ou attendre au dernier mois de novembre, c'est comme vous voulez. Moi, j'aimerais avoir celle-là pour que ça nous donne quand même une idée, puis Oui. les modifications, peut-être les mettre en Ça jaune. serait, oui, absolument. Celle-là devrait être la seule, celle, Ouais. la première, là, mais absolument. OK, vous allez voir, j'en ai ajouté aujourd'hui quand vous avez eu la barre jaune, là. Offre aux élèves secondaires une programmation qui leur permet d'être prêts pour le post-secondaire. C'est là et vous allez voir, vous n'auriez pas eu combien d'élèves qui ont participé dans les stages parce que cette information a été ajoutée aujourd'hui. Je voulais m'assurer que faire un suivi avec certaines des données que j'avais sur mes tableaux, puis m'assurer que toutes les écoles les avaient bien complétées, à cause que c'était un tableau que moi, j'avais pas préparé l'année d'avant. Alors, m'assurer que tout était en place et que c'est 100% exactement une bonne représentation. Vous allez voir la même chose dans les priorités 2. Alors, ça montre l'augmentation de nombre des élèves au Franco-Sud, encourager les partenariats. Vous allez voir 100%, comme mentionné ce soir, les conversations courageuses. On parle du développement de leadership chez les élèves, combien ont participé au AAA, etc. Est-ce que c'est possible de lever l'écran? Parce que ce que vous dites, c'est pas ce qui est à l'écran. Oh, désolée. Moi, je vais plus vite. OK, Stéphane. OK. Ça va? Oui, On a fait une visite à l'école. L'infrastructure. Alors, vous allez voir, toutes ces données-là aussi sont sorties des sondages qui ont été complétés. Ensuite, la troisième priorité, l'engagement des élèves et des parents. Alors, vous voyez les initiatives, les activités, combien d'équipes. Le site web, on a 75% jusqu'à date, on y arrive. Et encourager la participation des meubles, alors les membres de la communauté, ça c'est tout là. OK. Les liturgies des écoles aussi. Et voici, j'avais déjà partagé ceci avec vous au mois d'octobre. Et au mois de novembre, quand je vous reviens, si nous avons reçu le feu vert de Alberta Ed
le tableau devrait être complété là, avec toutes les données. OK. Alors, c'est cette partie-là qui manque. Progrès et rendement. Alors, vous allez remarquer dans les rapports, qu'est-ce qu'on fait? C'est on prend les assurances de mesure et on ajoute les données locales en dessous. Alors, vous allez voir, c'est les tableaux que nous recevons de Alberta Ed et vous allez voir, il y en a plusieurs qui se répètent de la dernière fois que je vous ai présenté. Ensuite, le données locales qui va avec le même objectif. OK? Alors, on ressort ça. Ensuite, on a nos commentaires en dessous. Et vous allez voir ça pour chaque tableau. Alors, il y a le tableau, il y a le données locales, ensuite le commentaire. Je suis à la page 9. Ici. OK. Et vous allez voir qu'il n'y a pas de taux d'achèvement des études secondaires pour les Premières Nations métisses et inuits. Et la raison qu'il n'y a pas de résultats, c'est parce que les nombres d'élèves de Premières Nations métis et inuits dans nos écoles s'élèvent à moins de 6. Okay. Alors, vous allez voir la même chose pour le civisme, les données locales, commentaires encore. Alors, ça continue. Enseignement et leadership, qualité de l'éducation de base. Encore, vous avez déjà vu plusieurs de ces tableaux. Et les données locales que j'avais présentées, je pense que c'était au mois de septembre, en octobre. Appui apprentissage. Le jaune, j'essaie de le produit final, il n'y aura pas de jaune, mais je suis en train de manipuler comment l'enlever, la technologie. Encore la même chose. Vous avez les tableaux, accès à l'appui et aux services résultats détaillés, les données locales, commentaires. Même chose avec gouvernance, désolé, participation des parents, résultats détaillés. Même façon, et les mesures d'assurance de qualité supplémentaire. Ça, je vous avais montré aussi dans le tableau avec le Rutherford et etc. Les données, les commentaires, apprentissage tout au long de la vie. Encore était un autre tableau qui était présenté auparavant. Les élèves à risque, accès aux programmations pour les enfants. Et comme monsieur notre DG avait déjà mentionné, avec les sondages, c'est quelque chose que nous avons bien entendu et déjà embauché des gens pour vraiment appuyer nos élèves dans les écoles. Et le 29, vous allez voir les dernières pages qui vont être l'analyse des données. La raison pourquoi je ne voulais pas tout mettre à l'intérieur, parce que là, on regarde les résultats des diplômes, les tests de rendement et le tout. Et je vais encadrer ça pour la dernière rencontre qui est le 29. Et à ce point-là, on fait, c'est là où vous acceptez le rapport final. Ou s'il y a des changements à faire. Okay? Et le budget, le côté du budget, et ça va être semblable à ce que vous avez vu ce soir. Et ça va terminer le rapport est dû à la fin du mois de novembre. OK? Des questions? Ben moi, j'apprécie que vous preniez beaucoup de temps à me présenter ces rapports-là, parce que tu vois qu'il y a beaucoup de travail qui est fait. Dans un des rôles des conseils d'école, c'est d'être consulté au niveau de leur école par rapport sur les résultats, le plan en éducation. Quelles sont les directives qui ont été données aux directions d'école pour justement s'assurer que cette consultation-là, elle est faite, puis que les parents, en fait, comprennent bien leur rôle, mais leur capacité d'influencer le contenu de ça. Et je vais expliquer mon commentaire. C'est que souvent, c'est fait en réunion de conseil d'école. Le document est, dans certains cas, présenté le soir même, parce que les parents n'ont pas nécessairement le temps de lire, ou bien
ils n'ont pas compris, ils l'ont peut-être rejeté avant, mais ils n'ont pas compris l'importance du document avant leur rôle par rapport au processus de consultation. Donc, justement, c'est des directives qui sont données dans les écoles, puis comment est-ce qu'on peut vraiment s'assurer qu'ils ont, surtout quand on regarde l'éducation parentale, les résultats par rapport à ça, je pense que les parents ont un rôle, et les conseils d'école ont un rôle important pour amener des pistes de solutions, puis des orientations. Alors, est-ce que tu parles de ce rapport ou du plan d'éducation de chaque école? Je pense que je parle de ce rapport, mais sachant que chaque école doit le présenter. Ben, en fait, non, c'est pas vrai. Chaque école doit présenter leur plan d'éducation annuel basé sur ces données-là. Puis les parents des conseils d'école, c'est marqué dans leur School Council Act, là, ça fait partie de leur responsabilité qui doivent être consultées sur leur plan dans chacune des écoles. Je veux juste m'assurer qu'on priorise cette consultation-là dans cet esprit-là de commission. Alors, ce rapport va être mis sur le site web de Franco-Sud à la fin de novembre. Suite à ça, cette présentation du rapport final, une fois que c'est accepté et approuvé par les conseils scolaires, donc moi, je fais une présentation aux directions d'école de ce rapport. Et après ça, c'est sur le site web pour tous nos parents d'avoir accès. Quand ça vient au plan d'éducation, alors au début de septembre, ils commencent déjà dès le début de septembre pour regarder qu'est-ce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de ressemblances dans notre plan d'éducation, le plan d'éducation de l'école et les rapports et le plan stratégique. Et là, les écoles, ce mois-ci, en consultation avec je sais qu'il y a des écoles qui ont déjà commencé à partager avant de compléter le tout avec les enseignants. Une fois que c'est complété, les parents, c'est partagé avec les parents. D'habitude, c'est fait pendant des réunions des conseils de parents et c'est sur le site web de chaque école aussi où les parents ont la chance d'avoir leur opinion ou s'ils veulent donner des suggestions, disons. Maintenant, les directions d'école savent que c'est un document vivant. Alors, même si c'est sur le site web pour le 30 novembre, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des changements au fur et à mesure. Maintenant, qu'est-ce qui est important quand ils travaillent sur leur plan d'éducation, c'est qu'ils réalisent que ce n'est pas comme on dirait un one-shot deal. Tu sais, c'est fait accompli, on commence encore l'année prochaine. Eux, ce que moi, j'ai demandé aux directions d'école cette année, c'est pour chaque objectif, c'est pour chaque stratégie, choisissez un objectif, un ou deux au max. Je préfère avoir un ou deux bien faits et en profondeur qu'en avoir 4, 5, 6, c'est juste coché, on a fait. Alors, ça, c'est un défi que je leur ai lancé cette année et ça a été très bien accueilli par les directions d'école. Alors, ils sont en train de regarder, pour eux, vous allez voir leur objectif, c'est quoi leur résultat aujourd'hui, c'est quoi leur résultat visé et mise en œuvre. Alors, comment est-ce que vous allez arriver à répondre ou arriver au objectif visé? Et avec tout ça, une fois que vous allez voir au courant de l'année, c'est mis sur le site web, mais au fur et à mesure, pendant l'année, quand il y a des changements, direction d'école, ils vont faire des changements, puis c'est changé sur le site web aussi. Mais c'est, comme j'ai dit, c'est pas juste une rencontre des conseils de parents et ça, c'est quelque chose que les directions d'école ont entendu de nous. C'est que c'est quelque chose que ça devrait être récurrent et revenir, tu sais, quelques fois pendant l'année. Même, tu sais, ce serait idéal de l'avoir sur leur ordre du jour à chaque rencontre. Alors, c'est définitivement des suggestions qui ont été données aux directions d'école. OK, merci. Vous avez des questions? C'est bon. On va passer au point 8, rapport des comités.
Non, moi, Non, c'est non, pas une ça- pause. D'abord, tu prendras un verre d'eau, ça fait ça peut peut-être faire une petite pause de 5 minutes. Comme vous voulez. Si c'est juste moi, je peux aller chercher mon eau et le venir. Antoine, est-ce que tu peux mettre ça sur pause? Je vais mettre, On est encore en train d'enregistrer. Ouais, Antoine? j'ai un enregistrement un petit peu. Je vais y aller. Donc, on est rendu au point 9, rapport de la Société des conseillers catholiques. Conseiller Arflet. Oui, donc, au niveau de la Société des conseillers catholiques, on a décidé de tenir aussi des sessions de travail, mais juste pour les conseillers catholiques. On va en avoir une première qui va être le mardi 10 janvier. Thématique principale pour la première va être l'aspect de la gouvernance. Donc, on révise présentement à la table du conseil nos politiques. Au niveau de la Société catholique, vous jetez un œil, mais comme conseiller catholique, principalement. On a remercié les organisateurs, les participants pour la journée de la foi, ainsi que le dimanche de l'éducation catholique qui a lieu. Des petits mots de remerciement spécifiques vont être envoyés pour le dimanche d'éducation catholique aux élèves qui ont fait en messe, puis au père qui a remplacé Monseigneur Noël pendant son enfance, qui a fait la dernière. Au niveau du rapport de la catholicité, je te rappelle que bon, il y a eu la journée de la foi qui était lundi. Un sondage va être envoyé aux participants, donc les enseignants, les directions d'école, le membre personnel qui ont participé. On a passé le tour des liturgies qui ont eu lieu dans nos écoles catholiques, principalement sur le sujet du jour du souvenir. L'école Notre-Dame-des-Monts maintenant est inclus dans le bulletin paroissial de Our Lady of the Rockets, qui est l'église catholique de la région, donc ce qui n'était pas le cas depuis le début, donc c'est une belle célébration. Puis, un petit rappel que le 22 novembre, c'est à l'école Sainte-Marguerite-Bourgeois. On va faire, oui, c'est ça, on va faire la remise des chèques au fonds de dotation, donc les fonds de dotation catholiques, ainsi que celui de Franco-Sud. La remise des chèques va se faire à ce moment-là. Et les écoles de SMB et la Côte Sauvage reçoivent aussi un don de 11 000 chacune pour de la part du bureau de la visibilité de Calgary. Donc, c'est ça, c'est une belle célébration le 22 novembre. Des questions? Des questions? Parfait. Point 10, rapport de la direction générale. Merci, Mme Desjardins. Alors, il y a plusieurs points qui ont été touchés déjà aujourd'hui. J'avais l'intention d'aller un petit peu plus loin avec les fonds qu'on a reçus au niveau des inscriptions, mais Isabelle a fait un beau travail à vous expliquer le tout, alors je ne vais pas aller plus loin avec ça. On a eu, comme vous savez, il y a à peu près autour d'une semaine et demie, une demande, en fait 2 demandes, pour l'ouverture de l'école dans la région de Cardston, dans le sud de l'Alberta. Donc, c'est 2 familles, deux familles c'est deux sœurs, en fait, qui se connaissent très bien. Depuis le transfert de ce courriel-là vers moi, j'ai eu l'occasion de revenir vers les 2 familles pour les inviter à un entretien téléphonique avec moi et Stéphane. Malheureusement, la date qui était proposée ne fonctionnait pas pour les 2 familles, alors on va se reprendre la semaine prochaine pour une rencontre initiale, pour faire connaissance, discuter un peu du projet en soi. Okay. Et puis, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on a une directive administrative, c'est la 548, là, qui est l'ouverture d'école dans une nouvelle région. Et puis, cette directive administrative-là s'applique à l'ouverture d'écoles dans les régions de son territoire où le Franco-Sud ne possède pas
déjà des établissements scolaires. Un petit peu comme l'école des grands finalement. D'accord? Ben, en fait, exactement comme l'école des grands. Alors, lorsqu'une demande est reçue ou qu'un besoin est identifié pour l'ouverture d'une école dans une région où le Franco-Sud n'opère pas l'école, l'administration du Franco-Sud doit étudier le dossier, et ça à la lumière des critères établis par la jurisprudence. On peut penser au jugement de la Cour suprême, au BC. Okay. Et évidemment, en matière d'éducation francophone en milieu minoritaire. Et une fois que cette première étude initiale-là, cette première recherche-là, puis je fais une parenthèse, on a des statistiques qui s'en viennent à 30 novembre, avec Statistique Canada qui vont nous permettre de voir dans cette région-là exactement quels sont les chiffres. Alors, ça va être très aidant comparativement l'école du Grand Nord, où est-ce qu'on s'était servi des statistiques de 2016, entre autres, et des projections. Okay? Alors, bien sûr, une fois que ce dossier-là, c'est-à-dire la recherche d'informations, les données, l'administration du Franco-Sud va présenter cette information-là au comité de réaménagement. Okay? Et une recommandation sera faite ou non par le comité de réaménagement à ce moment-là, à savoir si on avance le dossier ou s'il y a une résolution au sujet une résolution qui entérine l'ouverture de cette école-là. Okay? Donc, ça sera au comité de revenir vers le conseil, okay, à ce moment-là, et au conseil de décider. Évidemment, on a eu l'occasion dernièrement, justement, d'ouvrir. Alors, pour la plupart des procédures, mais des actions qui doivent être entreprises pour arriver à l'ouverture d'une école en septembre de l'année prochaine. On a quand même une très bonne idée, puisqu'on vient tout juste de le faire avec l'école de Grand. Ce qu'il va falloir voir, et c'est là l'étude, c'est là où le travail doit se pencher, c'est on était chanceux à Grand-Vent, on avait une belle école qui était disponible, des locaux et tout ça. Alors, sûrement, avec l'aide de ces parents-là, avec les discussions, on va en arriver à trouver que, ou en tout cas, on va se poser les mêmes questions avec le groupe de parents. Okay. Dans le passé, on a pris la peine d'aller rencontrer les parents sur place aussi. Alors, je pense que ça va être important dans le processus, justement, d'aller voir les parents, de les regrouper, de voir l'intérêt. On parle de parents ayant droit, évidemment. Et de là, le processus va se poursuivre. Okay. Idéalement, si le conseil décide d'aller de l'avant, bien sûr, le plus tôt, le mieux, pour nous permettre, nous, comme administration, de se retourner de bord. Au niveau du financement, la différence avec Grand-Vent, c'est qu'on a reçu, à partir justement de la nouvelle formule de financement au niveau des écoles francophones, il y a un montant autour de, je crois que c'est 358 000 $ pour les écoles de moins de 30 élèves, qui est automatiquement remis au conseil. Donc, c'est un start-up qui est beaucoup plus avantageux, parce qu'il n'y avait vraiment aucun, bon, en tout cas, c'était très limité ce que le gouvernement nous donnait pour clairement dès le départ. Okay? Donc, le gouvernement a reconnu l'importance de financer des écoles de moins de 30. Okay? Alors, en gros, c'est l'information que je voulais vous partager. Le processus est entamé. Il va y avoir une rencontre initiale avec les deux parents. Bien sûr, les partenaires, je sais que la FPFA avait joué un rôle aussi, alors tout va se mettre en place au fur et à mesure qu'on avance avec le projet. C'est tout récent. Okay? Et certainement, le prochain comité de réaménagement, c'est au mois de décembre. Alors, ce sera à l'ordre du jour pour suivre la discussion. Alors, c'est tout pour mon rapport aujourd'hui. Question? La communauté Clarkson, moi, c'était une nouvelle communauté pour moi, puis je suis pas allée visiter. Là, je vois que c'est West Wind qui est le conseil scolaire public là. On parle de... C'est gros comment?
Puis depuis Westwell, comme conseil scolaire, c'est quoi? Moi, je n'ai pas fait l'étude encore, mais Ok. pas avant. Tu sais, c'est exactement ce qu'on va devoir faire dans les prochains jours, Mhm. avant d'aller au comité. Avec l'appui de Stéphane, on a eu une discussion ce matin et on peut certainement vous revenir avec cette information-là. OK. Merci. Pas d'autres questions? Ben, c'est une bonne idée. C'est ça l'annonce d'intérêt de la force de Franco-Sud. C'est le désir dans la région. C'est difficile, même les petits villages de pouvoir bénéficier de l'éducation francophone. Donc, merci aux parents qui ont soumis la demande. On arrive au point 11, communication et appui. 11.1, mise à jour en infrastructure avec Stéphane Deloux. Bonsoir. Donc, mise à jour qui va être quand même assez rapide. Le premier point qu'on aimerait parler, c'est l'école Terre-Léger, le Nouveau Monde, la définition des territoires. Donc, on a eu notre première rencontre le 28 octobre. Et au cours de cette rencontre-là, nous avions les deux conseillers, Mme Gauthier et Mme les deux directions d'école. Et ensuite de ça, nous avions ressources humaines, services éducatifs, Antoine avec les médias et moi-même. Et au cours de cette rencontre-là, on a fait une mise au point et aussi un plan de match, comme on pourrait dire. Donc, il y a eu une discussion sur les échéanciers. On a parlé aussi du sondage et du processus qu'on utilisait pour les sessions d'information. On est supposé d'avoir une deuxième rencontre le 28 novembre. Et au cours de cette rencontre-là, on va ajouter les enseignants, les représentants des enseignants, représentants des services éducationnels, prématernels, et aussi les représentants du conseil scolaire. Conseil d'école? Des parents. Conseil d'école. Ou représentants des parents qui seraient déterminés par le conseil d'école. Okay. Au cours de cette deuxième rencontre-là, on va parler du sondage qui a été fait par les parents. Donc, il va y avoir une analyse qui va se faire avant la prochaine rencontre. Puis aussi, le plan d'action et on va demander aux nouveaux arrivants dans le comité s'ils ont basé sur qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, s'ils ont des points qu'ils voudraient ajouter ou des suggestions, pour ensuite se préparer en conséquence pour 2 rencontres qui auront lieu au mois de janvier dans chacune des écoles. C'est un côté Juste une clarification, M. Deloux, vous venez de mentionner 28 novembre. C'est pas 23? Oh, excuse-moi, oui, c'est 23. Oui, OK. Chance de... Puis, jusqu'à présent, l'information qu'on a suivie, les discussions qu'on a eues, c'est bien reçu par les directions d'école, les conseillers qui sont présents aussi. Je pense qu'on peut dire que c'est très positif parce qu'on a des conseillers d'école qui ont vécu l'expérience. On a des enseignants, des personnes dans l'administration qui ont vécu l'expérience justement de faire des consultations, de faire des changements qui impliquent des parents plus qu'une école, des choses comme ça. Puis ça facilite. Les suggestions qu'on a eues jusqu'à maintenant font en sorte que ça va faciliter la transition. Okay. Merci. On continue l'école Larose-Sauvage, donc Franco-Sud, suite. On continue d'explorer certaines avenues pour l'école Larose-Sauvage. On a parlé de portable. Et ensuite de ça, il y a eu certaines autres discussions. On n'a pas vraiment allé en profondeur encore, mais on travaille avec l'architecte pour voir s'il n'y a pas moyen d'avoir plus d'espace que 2 portables. Donc, on travaille là-dessus encore. Et puis, ça avance à petits pas. L'école de Ruisseau, je pense que c'est important de parler qu'il y a eu l'ouverture officielle le 3 novembre. C'est une très belle célébration d'ouverture et puis c'était dynamique. Puis on doit juste féliciter l'équipe de Serge et ses enseignants et les parents et les enfants. C'était vraiment une belle cérémonie puis c'était le fun à voir. C'était vraiment dynamique.
Et ensuite de ça, l'école Notre-Dame-des-Monts, on est en processus. On a reçu cette semaine, lundi, un certain plan pour voir peut-être de pouvoir acheter 2 portables. Mais on est en train de vérifier si on ne pourrait pas les changer de place, les mettre à l'arrière de l'école avec les 2 autres portables. Donc, on travaille avec l'architecte pour essayer de développer un plan d'action que la ville pourrait accepter. Question? Commentaire? Donc, transport. J'essaie d'accélérer ça. Ça va fonctionner. Oui. Au niveau des portables, je voudrais juste mentionner que lorsqu'on a rencontré M. Godfrey, il était, comment je peux dire, il nous encourageait fortement de continuer à pousser pour continuer à faire bouger les classes portatives modulaires qu'on a parce qu'il y a des retards sur les nouveaux classes portatives. Ça va être c'est ça, c'est pas quelque chose à court terme d'avoir des classes portatives, des nouvelles, là, parce qu'il faut refaire partout en production. Donc, je voulais juste faire chérir ça, que c'est encore la priorité du conseil de déplacer ces classes portatives-là pour vraiment aller vers nos points chauds, puis le faire le plus rapidement possible. Puis on attend toujours l'appui, la réponse officielle du ministère pour qu'on assure le financement. Donc, je voulais juste renforcer que ça reste une priorité, qu'il y a des actions sur lesquelles on travaille. Merci. Et point 11.2. Est-ce qu'il y a d'autres questions au sujet de l'info? 11.2, donc au niveau du transport, c'est vraiment le plus gros défi qu'on rencontre cette année au sein de nos départements avec lesquels je travaille. Il me reste encore 10 routes ouvertes. Et puis, le défi est plus grand que le conseil scolaire. Le défi est vraiment au niveau provincial. Comme on parle à nos fournisseurs, et puis ils vont avoir 3 nouveaux chauffeurs, puis il y en a 4 qui vont lâcher. Ils ont vraiment de la misère cette année avec le personnel, et puis ça cause certains problèmes. Nous, on continue de travailler en arrière-plan. On est au point où on essaie de trouver des solutions créatives, mais la demande est très forte. On n'est pas les seuls. On a 10 routes CBI, peut-être 40, 50 routes ouvertes. Et puis, donc, si on calcule toutes les écoles à Calgary, ça s'additionne, puis il y a un manque flagrant de personnel. On essaie de trouver des solutions. L'exemple qu'on peut donner, c'est à Calma, par exemple. Nos autobus sont pleins, puis il n'y a pas personne qui peut prendre dans ce coin-là. C'est la même chose à Calgary. Donc, je suis vraiment à court de mots parce que c'est vraiment quelque chose qu'on n'a pas le contrôle dessus. Et puis, lorsqu'on essaie de trouver des solutions, c'est pas évident non plus parce que les règles sont très restrictives. On pourrait être créatif en faisant des choses, mais avec toutes les restrictions au niveau des assurances, des choses que les conducteurs doivent avoir, et toutes ces choses-là, ça fait en sorte que c'est restrictif. La créativité en point de vue. Oui. OK. Chauffeur d'autobus. Il y a 2 ans, le ministère a dit, au lieu d'être une formation de 8 heures, 10 heures, il n'y en a plus. Maintenant, il y a 40 heures à faire. Je pense que ce 40 heures-là, ce n'est pas nécessairement payé. De ce que je comprends, c'est à leur frais, là. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de travailler peut-être avec le ministère pour dire, pour l'instant, le temps, c'est ça, là, pour qu'on puisse essayer de rentrer des chauffeurs, puis quitte à les faire former, payer plus tard pendant l'été, etc. Parce que moi, oui, il y a un manque de chauffeurs, mais il y a aussi le fait qu'on va former des gens, mais ils ne seront pas là dans 2 semaines. Ils vont être là dans 4, 5, 6 semaines. Ça n'a pas de bon sens. Là. Puis je comprends le besoin de cette formation-là. Je comprends que il y a on espère une sécurité rajoutée par rapport à ça, mais il y a quand même un système qui a fonctionné pendant des années avec une formation qui durait une dizaine de jours, je pense, fonctionnait bien. Donc, est-ce qu'on pourrait pas, si au niveau gouvernemental, pour dire, survenir à là? Je peux ajouter là-dessus.
Je vais juste commencer. L'Association des transporteurs scolaires de l'Alberta font beaucoup de pression présentement au niveau du gouvernement pour essayer de trouver une solution à ça. Un des gros problèmes aussi, c'est qu'ils n'ont pas assez de personnes au gouvernement pour pouvoir faire les tests. Les tests pratiques et les tests. Donc, il y a un manque à ce niveau-là. Donc, c'est comme un entonnoir. Ça rendu en bas tous les prix, puis ça sort au complet. Et ça fait un problème. Et sans rentrer dans les détails, cette discussion-là a eu lieu aussi au niveau de CAS, 25 certainement. Ce que tu soulèves a été aussi mentionné à la sous-ministre adjointe qui était là en remplacement du sous-ministre, ne pouvait pas être là. Mais, donc, oui, ça a été rapporté. Est-ce que ça ne devrait pas être quelque chose que nous, au niveau politique, on soulève quand on rencontre tout ça? On a des priorités, là, qu'on prend au niveau de l'infrastructure, des messages qu'on lance de façon continue. Mais ça devrait pas. Est-ce que ça ne devrait pas rentrer aussi? Parce que C'est au niveau d'Alba. c'est au niveau d'ASBA, mais au niveau de nous, quand on nos MLA et nos ci, nos ça, est-ce que ça ne devrait pas être un message qu'on devrait partager aussi? Qu'à un certain point de dire ça, c'est problématique présentement. Puis j'imagine qu'ils l'entendent. Ouais, puis la problématique vient du fait que auparavant, il y avait une méthode X. Avec l'accident qu'il y a eu à Humboldt, il y a eu la méthode Z. Et c'est vraiment Humboldt qui a mis la lumière sur les formations des autobus. Et c'est là que le tout a changé. C'est après Humboldt que SALT est passé de 8 heures à le nombre d'heures qu'il y a eu. Donc, c'est vraiment un perfect storm là, que tout arrive en même temps. Puis, au niveau des solutions, est-ce qu'on a regardé d'y aller vers des contractuels privés? Si je regarde, par exemple, dans la région Canmore-Valley, où il y a énormément d'autobus, on va appeler ça voyageurs, Greyhound, des compagnies qui font du transport à l'aéroport. C'est sûr qu'il y a des frais supplémentaires, je veux dire, ça va coûter cher, mais peut-être que ça peut alléger une situation. Puis j'imagine que dans les régions comme Calgary, il y a des services de taxi, il y a autres qui pourraient peut-être être regardés parce que à la réunion de la source, quand j'étais là cette semaine, il mentionnait que oui, il n'y a plus de problème d'autobus ici, il n'y a plus de routes de ville, mais on a jumelé des routes, c'est une solution créative, on a jumelé certaines routes, mais le temps de transport qui a été communiqué, ça me semblait long. Fait que si on n'est pas capable de répondre aux besoins avec les chauffeurs, les compagnies de transport qu'on a présentement, avec les chauffeurs qu'on a, est-ce qu'on est capable de voir autre chose? On a justement contacté qu'est-ce qu'on pourrait appeler des charters. Donc, ça devient les gros autobus de luxe. Et puis, on attend encore des réponses de compte. Qu'est-ce qui arrive, c'est que comme les coûts vont être vraiment plus gros parce que c'est d'habitude, ces chauffeurs-là font tant d'heures par jour, ont des. Donc, c'est pas comme 1h30 le matin, 1h30 le soir, le coût de l'autobus. Et on attend de voir avec quoi. Donc, c'est dans la machine, mais on attend la réponse des coûts. Merci. Juste une autre clarification, M. Deloux. Je m'excuse. À la réunion d'octobre, vous aviez mentionné qu'on avait 8 routes, dont une à Notre-Dame, 2 à La Rose, une à Brooke et 4 à SMB. Aujourd'hui, vous mentionnez 10, ça veut dire qu'on a perdu. On a un chauffeur à Canmore qui a eu un accident, donc pas un accident avec l'autobus, mais il y a eu une blessure personnelle, il ne peut pas conduire pendant 8 semaines. Donc ça, c'est le 9, puis on a fait l'autre on a perdu. On a perdu. Point de vue solution, ça c'est, je continue ce que Geneviève s'en allait. Est-ce que je vois vraiment un besoin de faire un démarchage politique plus officiel, puis plus comme de développer peut-être une stratégie de démarchage politique pour régler le problème. Est-ce que ça serait possible de regarder à faire ça? Comme, je sais pas, d'un point de vue comme d'aller voir avec ASBA, d'aller voir, comme de faire
vraiment là, de faire un plan on a besoin, je sais pas moi, un salaire minimum pour les chauffeurs, on a besoin de A, B, C, D, E. Puis là, maintenant, on développe un plan spécifique pour vraiment approcher puis de vraiment se laisser lousse avec le démarchage puis de communiquer très fort. L'idée n'est pas mauvaise parce que toute forme de démarchage pour ce genre de dossier est important parce que ça a un impact sur, du point de vue des conseils francophones ou des petits conseils, l'Alberta, même si on parle de 10 routes seulement, on perd des familles au profit des anglophones, donc nos familles sont, comment est-ce qu'on dit ça, ils se font assimiler et d'une certaine façon, pas qu'ils le rejettent, mais ils prennent une décision de ne pas continuer avec l'éducation francophone, tout simplement pour une question de transport et d'arrangement familial et tout ça. Ça, c'est quelque chose qu'on va partager avec le transporteur, définitivement. Est-ce qu'il y aurait lieu justement de communiquer ça, disons, par une lettre au départ, déjà, en partant? Absolument. Absolument. Il n'y a rien qui vous empêche, durant vos rencontres, d'amener ce point-là. Si on veut faire un blitz là-dessus, il faut faire attention parce que présentement, les énergies du démarchage, c'est vraiment de mettre l'emphase sur l'infrastructure. Donc, si on s'éparpille, je peux vous dire que le gouvernement a quand même reçu, là je parle de CAS, là, quand tu parlais du MELT et tout ça, ils sont très au courant de ça. Okay? Une des réponses qui nous a été envoyée, c'est que le département présentement est à élaborer un modèle revisé de financement du transport des élèves pour l'année 23-24. Le modèle sera éclairé par les conclusions d'un groupe de travail sur le transport des élèves, puis ça va apporter, si vous voulez, une prévisibilité ou une durabilité du financement au niveau du transport. Alors, comment ça va se traduire? À ce point-ci, on n'a pas cette information, mais ça, c'est en réponse aux questions qui ont été posées au ministère. Donc, pas par nécessairement par nous, Franco-Sud, mais l'ensemble de la zone 5. OK? Alors, il y a de signifier ou de mettre l'emphase sur l'impact au niveau de l'assimilation. Je me dis, ça a une valeur déjà qui est différente des autres conseils. Right? Alors, pourquoi pas d'y aller at large, puis de mettre un but là-dessus, à ce point-ci, avec les élections qui s'en viennent, je pense qu'il faut concentrer davantage nos efforts sur Airdrie, entre autres. Mais, peut-être juste pour faire beaucoup là-dessus, mais souvent quand on rencontre nos MLA, on va faire le pitch qu'on a besoin de faire, puis là, on entend, and what else? How about insurance? Parce qu'eux, ils entendent parler de choses. Fait que, d'avoir les points, je pense que c'est ça, c'est d'avoir une certaine préparation, que si ça vient sur ma table. Puis moi, je vais revenir, selon moi, à Calgary, ça va être la solution idéale, et j'aimerais vraiment qu'on regarde à la possibilité de voir qu'est-ce qu'on peut faire avec le transport en commun de la ville de Calgary Transit pour nos élèves secondaires. Ça, c'est que je vais spécifier présentement juste la route sauvage, mais voir si on est capable de réduire, par exemple, cette école-là de 4, 5, 6 routes, puis mettre ces chauffeurs-là ailleurs. J'aimerais voir ça. Puis s'il faut travailler avec la ville de Calgary, leur dire on veut une route rapide pour nos élèves. Ça, c'est le travail qui peut être fait aussi, administratif, politique, mais il faudrait savoir ce qui est possible présentement, puis qu'est-ce qui serait préférable pour nous. Puis, au niveau administratif, ça a été fait avec la ville de Calgary. Ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient pas cette année le faire, mais on se reparle au mois de janvier pour voir si justement on peut avoir, et puis sans aller dans les détails, là, mais c'était d'avoir des routes qui nous amènent à des points où, par exemple, la route sauvage à la station de train, dans le sud, une station de train dans le nord, pour amener les étudiants
un express là, et à partir de là, les étudiants prennent le train ou d'autres transports en commun pour aller à la maison. Qu'est-ce qui se produit, c'est qu'il ne faut jamais oublier que dans nos écoles urbaines, on travaille quand même comme un milieu rural parce que nos étudiants viennent de partout. Surtout la Rose-Sauvage, qui est un territoire qui est immense. Donc, c'est le genre d'idées qu'on essaie de travailler avec la ville de Calgary. Ou aussi, parce qu'on l'a offert en septembre avec le manque de chauffeurs, on est prêt à vous donner des passes d'autobus qui sont subventionnés. Mais tu fais quand même 2 heures d'autobus de transport en commun parce qu'il faut aller à tel endroit l'autobus, prendre un train, prendre un autre autobus. Et le service n'est pas propice à une école qui est répandue. Mais sans être offert à tous, moi, je vois peut-être qu'il y a peut-être certains quartiers qui sont peut-être mieux desservis. C'est comme ça que je vois, mais je ne suis pas dans. Pour moi, qui fais votre travail, là. Moi, je vois ça. Mais ça va être la solution pour tout. Est-ce que c'est une solution pour une partie? Oui, et c'est quelque chose qu'on voit qui est sur la table. OK, parfait. Ben, merci, je suis contente de savoir. D'autres questions? Excusez. On arrive au point 12, 8 clos. Et donc, sortie du huis clos, Geneviève a proposé à 22h44. Ça va? Oh. OK. Désolée. Et il restait le point 14 qui était la prochaine réunion, le 29. Prochaine réunion qui est la réunion ordinaire du conseil mardi le 29 à 18h au siège social.